Je suis Marie Potel-Saville, enchantée. Je vous présente Elisabeth Talbourdet qui est chef de projet au sein d'Amourabi. Amélie Debro était en train de se connecter. Ah voilà, Bonsoir. elle est là. Oui, Salut j'ai Amélie. enfin réussi à me connecter. Bonjour Marie. Super, super. Tu vas bien? Ça va, merci. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir mesdames. J'ai l'impression que C'est il n'y assez a que des féminin pour dames. l'instant. Ah oui, et Olivier m'a prévenu ce matin qu'il pourrait malheureusement pas se joindre à nous, mais il Oui, est il ne peut là pas. en pensée. C'est ça, exactement. C'est ça. Je vais tenter de le représenter au mieux. Super, super. Audrey, je ne suis pas sûre donc que vous ayez, enfin je sais même que vous n'avez pas participé au premier atelier, donc le temps que les autres participants arrivent, on peut peut-être faire un tout petit résumé des Avec épisodes plaisir. précédents, même si voilà, on va euh, le repréciser à tous une fois l'atelier lancé. Donc, en fait, on a collaboré. Ah, mais je te vois, Amélie. Mais c'est beaucoup mieux de te voir. On collabore avec la Factory du Cercle pour créer un guide de l'innovation qui s'adresse spécifiquement aux directeurs juridiques. L'idée est née, en fait, de pas mal d'interrogations des directeurs juridiques qui ont voilà, partagé leur questionnement avec le cercle et en particulier la Factory face à voilà, ce besoin d'innover, voire cette injonction d'innover finalement, parce que les deux se retrouvent. Comment on s'y prend en fait? Et le constat qui était partagé assez largement, c'est qu'il peut y avoir une sorte de facilité à sauter sur le côté tech, à se dire oh là là, bon bah très bien, je vais choisir tel outil ou je vais sauter sur l'intelligence artificielle et tout va aller beaucoup mieux. Cette forme de pensée magique que la CNIL a pu enfin, contre laquelle la CNIL de son côté a pu un petit peu mettre en garde. Et on s'est dit que ça pourrait être utile de co-créer avec les directeurs juridiques, je dis directeurs, directrices, de co-créer avec les principaux concernés le guide qui va vraiment leur servir. Et donc, l'idée, c'est à la fois de savoir comment démarrer, mais aussi comment gérer le projet, comment est-ce qu'on explique comment est-ce qu'on présente le projet à son board, comment est-ce qu'on obtient un financement quand c'est nécessaire. Tout n'a pas forcément besoin de financement d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à un état d'esprit, à une dynamique, à des façons de travailler qui ne vont pas forcément être plus coûteuses, voire moins. Donc, tout n'est pas non plus une question de financement. Il ne faut pas se dire parce que je n'ai pas de budget, je ne peux rien faire. Voilà, donc on a essayé pendant le premier atelier qui était l'hiver dernier déjà. Ça a l'air d'être il y a 150 ans avec tout ce qui s'est passé entre-temps. On a essayé de mettre à plat en fait toutes les problématiques auxquelles sont confrontées les directions juridiques face aux besoins ou à l'injonction d'innover. Donc, on a fait des parcours. On va détailler ça. On a fait des parcours et à chaque étape du parcours, face à cette question de comment je fais, à chaque étape, on a essayé d'identifier les manques d'informations, les questions, les difficultés. Et ça nous a conduit à créer le guide qu'on va présenter aujourd'hui, qui est juste un prototype. Mais voilà, l'intérêt d'un prototype, c'est de pouvoir le tester en fait et de pouvoir améliorer tout ce qui doit l'être. Alors, donc là, j'ai la liste. Donc, Sophie Gelbert nous avait rejoint, puis j'ai l'impression qu'elle est repartie. Non, je suis là, moi. Ah, mais fantastique. Pardon, je ne vous voyais plus, Sophie, excusez-moi. Non. Excusez-moi, c'est très bien. Mathieu Guérino devait se joindre à nous. Alors souvent, Mathieu, il est un peu retenu en réunion aussi. Bon, ce que je vous propose, parce qu'il est déjà 18h37, c'est quand même de démarrer et puis on fera un tout petit rappel pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route. Ça vous convient? Ça marche. Super, super. Alors, oui, pour ceux qui ne savent pas qui on est,
Moi, je suis Marie Potel-Saville. J'ai été avocate pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai exercé en entreprise. C'est la raison pour laquelle j'ai été membre du cercle à ce moment-là et je suis toujours membre du cercle du coup depuis. On est ce soir avec Elisabeth qui est chef de projet au sein de l'agence et vous voyez en haut de l'écran à droite Juliette qui parmi nos designers s'est chargée de ce projet de guide de l'innovation, puisqu'on a plusieurs designers qui travaillent avec nous et en fonction des projets, on essaye de prendre le profil qui va le plus coller. Vous savez peut-être que ce que l'on fait au sein d'Amorabi, c'est de l'innovation juridique par le design. Alors, de façon très, très simple, ce que ça signifie, c'est qu'on pratique l'innovation d'une façon centrée sur l'utilisateur. Donc, nous, on ne va pas, par exemple, partir de la tech. On ne va pas non plus prendre comme point de départ le droit, de façon peut-être un peu contre-intuitive pour certains. Mais en tout cas, on va vraiment, notre point d'ancrage va être l'utilisateur. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de trouver la forme qui va permettre la fonction. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait, que ce soit dans des redesigns de contrats, par exemple, ou dans du design de contentieux, ou dans des designs de process. Voilà, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Alors, le projet qu'Amélie et Olivier de la Factory du Cercle ont bien voulu nous confier, c'est donc la co-création d'un guide de l'innovation juridique centré utilisateur, c'est-à-dire centré direction juridique. Amélie, est-ce que tu veux redire un tout petit mot sur le projet ? Oui, merci, merci Marie et bienvenue à toutes. Je crois qu'on reste, on reste féminin. Merci. L'objectif, effectivement, c'est de s'inscrire donc dans le, j'ai envie de dire, l'objet social de la Factory du Cercle Montesquieu, c'est-à-dire d'aider les directions juridiques à réaliser ce que nous avions appelé à l'origine leur transformation digitale. Ensuite, on a parlé avec Marie et on s'est dit finalement c'est un gros mot. Ce qu'on voulait faire au départ, c'était une liste à la Prévert des Legal Tech et des Reg Tech pour pouvoir aider les directeurs juridiques à faire un choix un peu plus éclairé. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, il y a beaucoup de listes qui existent déjà. Et ensuite, c'est un travail titanesque de regrouper toutes les legal tech existantes. Et puis ensuite, il faut la faire vivre, cette liste, parce que, je ne vais pas dire d'un mois sur l'autre, mais en tout cas d'une année sur l'autre, il y a des acteurs qui disparaissent et des acteurs qui apparaissent. Donc finalement, on s'est orienté sur autre chose, qui est plutôt de dire nous avons un besoin urgent et vital de réaliser que nous ne pouvons plus exercer notre métier comme nous l'avons exercé auparavant. Les bonnes vieilles recettes de notre grand-mère, c'est bon pour les confitures, mais c'est pas bon pour les directions juridiques. Il faut faire autrement. Sinon, nous allons cesser d'exister. C'est-à-dire que, à force de se dire, on va se faire remplacer par des machines, ce qui est totalement faux, on va finir par se faire remplacer, mais par une autre façon de travailler. Et donc, c'est là que, en discutant, Olivier et moi, avec Marie, nous avons dit et décidé qu'il fallait aider les directeurs juridiques déjà à réaliser qu'ils ont besoin de se transformer et donc de leur dire on va vous accompagner et c'est donc la genèse du guide de l'innovation. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, Marie et Elisabeth. Je ne dis jamais de bêtises, Amélie, donc tout va bien. Excusez-moi, donc je comprends en fait que vous avez travaillé par exemple sur des ouvrages comme celui de Richard Susskind, justement pour voir un petit peu ce qui semblait être un peu la parole de certains sur l'avenir des juristes. Oui, c'est très intéressant l'ouvrage de Richard Susskind. Moi, j'ai beaucoup fait de recherche en fait dans le cadre de ma thèse professionnelle à l'ENSI. Je fais un master d'innovation par le design à l'ENSI et donc pour faire ma thèse professionnelle, j'ai fait 18 mois de recherche et donc je me suis beaucoup penchée. Alors, il y a Richard Susskind évidemment sur les cours en ligne, par exemple, et les tribunaux en ligne. Il y a évidemment Mark Cohen qui est l'un des autres grands penseurs de l'innovation juridique. Ça, c'est plutôt pour le monde anglo-saxon. Moi, je m'intéresse aussi
beaucoup à l'innovation frugale, au Jougad, qui est un petit peu moins connu des juristes, mais moi je suis très très friande d'innovation frugale. Pourquoi? Parce que dans ma vie de directrice juridique, ma vie d'avant, j'étais en charge de IMIA et on était 4. Donc, en termes de frugalité, ça se posait là. Et au-delà de l'anecdote, moi, j'ai toujours observé que la frugalité, c'était aussi une grande source de créativité et d'innovation. C'est-à-dire que dans la contrainte, avec peu de budget, avec peu de moyens, eh bien, justement, on repense les façons de travailler au lieu de penser « Oh mon Dieu, il me faut 500 000 € absolument pour faire ci et ça, et si je ne les ai pas, je ne peux rien faire ». C'est quelque part, c'est libérateur de ne pas avoir de budget. Donc voilà, moi je me suis aussi beaucoup nourrie de toutes ces formes d'innovation, avec un prisme que j'assume et qui évidemment n'est pas le seul, mais disons que le prisme qui fait sens, en tout cas pour nous, c'est de se demander, c'est de partir des besoins de l'utilisateur. Et donc, quand on repose cette question pour les directions juridiques, c'est comment aider la direction juridique à ne plus être la 5e roue du carrosse et à replacer le droit en tant qu'outil stratégique du pilotage des entreprises. C'est regagner une voix, regagner le droit d'être réellement écouté, entendu. C'est rayonner aussi en tant que moteur de l'innovation et pas la dernière équipe qui se transforme. On peut réellement être moteur. C'est être centre de valeur, évidemment, centre de création de valeur. Nous, on le sait, mais parfois les clients internes le savent un peu moins. Donc, c'est tout ça. Et dans cette approche-là, ce qui fait sens aussi dans notre méthodologie, c'est de co-créer avec les principaux intéressés. C'est-à-dire qu'évidemment, on se nourrit de toutes ces approches, théoriques ou pas, parce que Zuskind, il est aussi pas mal dans l'action, finalement. Le site qui recense toutes les initiatives de tribunaux en ligne, notamment, qui a pas mal évolué post-Covid, c'est aussi une forme d'action. Mais nous, on essaye, voilà, une fois nourris de toutes ces théories et de toutes ces approches, d'être au plus près des utilisateurs, du coup, de co-créer avec eux. Voilà. Très bien, merci. Du coup, voilà, l'objectif principal de ce guide, c'est d'aider les directions juridiques, on va plutôt dire ça, parce que directeur, c'est aider les directions juridiques à trouver des solutions qui bénéficient en premier lieu aux juristes, mais en bénéficiant aux juristes, évidemment que ça bénéficie à leurs clients internes, bien entendu. Donc, vous voyez là sur le slide, en améliorant aussi leur confort de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas que faire plus vite, faire plus de volume. Évidemment que tout ça, c'est important d'être dans l'efficience, mais c'est aussi peut-être retrouver de la satisfaction. Moi, j'ai un souvenir, alors c'était en cabinet, ce n'était pas en entreprise que ça m'a marqué le plus, mais il y a eu une époque de ma carrière, j'étais chez Allen & Overy et j'avais l'impression que mon cerveau rapetissait. C'est un drôle de truc. Non, mais littéralement, j'avais l'impression d'avoir un tout petit pruneau dans la tête. Vraiment, voilà, comme si mon cerveau était asphyxié. Et c'est très bizarre parce que techniquement, c'était super intéressant. Hein. Le job ne manquait absolument pas d'intérêt, mais j'avais cette sensation-là. Et on s'en était parlé lors du premier atelier. Il y avait notamment Eric Ravi qui était là et qui partageait complètement ce sentiment aussi d'être Alors, lui, il expliquait en disant, mais on est tellement dans l'urgence, on fait tellement les pompiers tout le temps, qu'on n'a plus le temps de se poser sur la stratégie. Or, c'est évidemment ça le plus intéressant. Et donc, finalement, c'est une espèce de course à l'efficience, mais en passant un peu à côté des questions les plus intéressantes. Donc, c'est aussi retrouver de la satisfaction au travail et puis se dégager du temps, bien sûr, pour adresser ce qui va permettre de créer le plus de valeur. J'ai rajouté, je me suis permis de rajouter, mais avec l'assentiment de tout le monde, des participants, un objectif secondaire. C'est-à-dire que moi, ça m'énerve au dernier degré quand j'entends que les juristes ne sont pas créatifs, quand j'entends que les juristes ne sont pas innovants. C'est faux. Si on n'était pas créatif,
on ne pourrait pas faire ce métier. Il n'y aurait jamais de revirement de jurisprudence, il n'y aurait jamais d'analyse fine des situations si on n'était pas créatif. Donc, l'idée, c'est aussi de faire changer les mentalités et de faire rayonner la direction juridique comme un moteur de l'innovation et un centre de création de valeur, évidemment. Voilà. Donc, le processus, comme je le disais en intro, on a fait un premier atelier utilisateur. Voilà, là, je vous partage juste les grandes étapes. Ensuite, après cet atelier utilisateur, donc il y avait quoi? Il y avait une petite quinzaine de personnes, je crois, de mémoire, Amélie. Alors, c'était encore l'époque où on avait le plaisir de se voir en vrai. Voilà. Mais voilà, ça s'était hyper bien passé. Ensuite, on avait en fait créé le texte du guide vraiment à partir des étapes. Donc, on avait fait le parcours et à partir de ce parcours, on avait créé des grandes étapes. Et on avait travaillé le langage clair, bien sûr, et puis évidemment une structure du document, un graphisme qui permette l'appropriation la plus facile, étant précisé qu'en termes de format, on est sur un PDF cliquable dans un premier temps, voilà, pour faire simple et rapide. Il pourrait y avoir des V2 un peu plus digitales en fonction voilà, des appétits de chacun aussi. Donc l'atelier, qu'est-ce qu'on a fait? Donc voilà, c'était en vrai, du coup vous avez ce magnifique tableau avec des vrais post-it. Bon, cela dit, on peut tout faire en virtuel maintenant, il n'y a pas de difficulté. Et donc on a identifié les étapes, quelles sont les étapes d'une direction juridique face à la question de l'innovation. Encore une fois, que le besoin soit exprimé par les juristes et par la direction en tant que telle, ou que ce soit aussi à un moment un CEO qui dit j'ai vu qu'un tel faisait, je ne sais pas quoi, de la blockchain, mettez-moi de la blockchain dans cette direction juridique immédiatement, sans savoir forcément quel problème c'est censé régler. Donc là, vous voyez les différentes étapes. Pardon, Elisabeth, vas-y. Pas de problème, tu peux passer au slide suivant. Donc, après ce parcours, on a fait donc un exercice de co-construction où on a demandé à chacun d'imaginer dans un univers sans contrainte. Donc, on a fait abstraction voilà, de toutes les difficultés, de tout ce qui pouvait être des freins à l'innovation. Et donc, on appelle ça la baguette magique. On fait comme si on avait tout le budget qu'on voulait, tout était possible techniquement. Et voilà à l'écran quelques-unes des idées qui ont été générées. Donc, voilà, il y avait un film, un bot et pas mal de choses. Cet exercice, il est toujours hyper intéressant dans les ateliers parce qu'en fait, on se rend compte que même si voilà, il y a des contraintes de budget, il y a des contraintes de faisabilité, bien sûr, en réalité, on peut réintégrer pas mal de ces idées dans la substance de l'idée dans une solution qui atterrisse sur quelque chose de parfaitement concret et réalisable. Alors, le prototype. Donc, on a fait déjà, on a repris ces étapes de la direction juridique. Alors là, vous voyez, ne vous inquiétez pas, hein, c'est évidemment pas ça le proto, c'est pas un DocWord en noir et blanc. Ça, c'est juste pour vous montrer la structure et c'est aussi pour vous montrer comment on travaille en fait. Au début, nos docs, ils sont tout moches en réalité et c'est juste c'est juste du texte et une structure. Et ensuite, on travaille avec nos designers pour que la forme du document reflète le fond, finalement. Et donc, ça, c'est la première étape. Donc, dans la structure, d'abord, on pose une question. Voilà, vous avez envie et ou besoin d'innover dans votre direction juridique. Ce guide vous donne les clés pour démarrer et réussir vos projets d'innovation. Donc, sur la page 1 du guide, on a eu envie de donner une vue d'ensemble avec toutes les étapes.
Ça, c'est un principe de design qui est que pour donner les clés aux utilisateurs pour qu'ils se sentent capables de s'approprier le sujet, sachant que, bon, ce n'était pas le cas pour les participants à l'atelier, mais il peut y avoir des appréhensions. C'est un sujet qui peut être plus ou moins bien vécu, en fait, par les juristes. Donc, c'est vraiment important de donner cette vue d'ensemble parce que ça permet, voilà, de s'approprier le sujet, de comprendre en un seul coup d'œil toutes les étapes. Et puis ensuite, on va pouvoir aller dans le détail. Et typiquement, dans un PDF cliquable, bah, c'est tout simple. Vous avez la page de couverture ou la page d'accueil. Et puis, vous cliquez sur l'étape 1, puis l'étape 2, etc. Et ça vous permet de naviguer au sein du document. Donc ça, c'est une façon assez simple de proposer une navigation. Donc, l'étape 1, on a eu envie, et ça ressortait quand même assez clairement de l'atelier, de creuser un peu cette question de est-ce que c'est une injonction d'innover? Est-ce que c'est un besoin? Et comment est-ce qu'on fait le tri comment on démêle cette question? Parce que c'est pas parce qu'on est soumis à une injonction qu'il ne faut pas le faire. C'est pas, disons qu'il ne faut pas obligatoirement le faire, mais il ne faut pas non plus obligatoirement y résister. Ça peut être aussi une belle occasion de se questionner sur ses propres besoins et d'identifier les domaines ou les processus ou les sujets sur lesquels on gagnerait collectivement au sein d'une équipe juridique à travailler différemment. Donc voilà, on essaie de creuser ça en étape 1 et vous aurez peut-être remarqué qu'à ce moment-là, on ne parle pas du tout d'outils. L'un des écueils sur lequel on est très vigilant, c'est de partir bille en tête sur ah oui, il me faut absolument telle solution d'automatisation ou ah j'ai vu ça, j'ai vu une démo, ça a l'air génial, hop, je saute dessus, sans avoir posé un diagnostic sur ses propres besoins. Et je dis souvent qu'il n'y a rien de pire qu'un mauvais process automatisé. Parce qu'en fait, vous allez avoir, à la fin de tout votre projet magnifique d'automatisation, vous allez toujours avoir un mauvais process. Et ce sera pire qu'avant parce qu'il sera enfermé dans un outil qui, en plus, vous aura coûté cher. Et donc, si vous vouliez changer de process, en fait, ça va être plus difficile qu'avant, quand ce n'était pas outillé, finalement. Donc ça, c'est super important. Ça m'amène à l'étape 2. Donc, une fois qu'on a bien identifié son besoin et qu'on l'a identifié évidemment en collaboration avec son équipe, l'étape 2, c'est justement essayer de faire un peu un état de l'art, un état des lieux des solutions qui existent. Mais ça ne vient qu'en deuxième. On ne commence pas par les outils. Donc, après cette étape 2, on voit bien qu'il y a des premiers obstacles. Alors, ça peut être d'ordre budgétaire, ça peut être culturel, ça peut être de la gestion du changement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des organisations, nous on le voit beaucoup dans nos clients, qui en sont à leur 150e projet de transformation. J'exagère un tout petit peu en disant ça, mais souvent on peut en être au 5e ou 6e immense projet de transfo, et les gens n'en peuvent plus. Donc, il y a ça aussi. Donc, comment dépasser les premiers obstacles? Étape 4, évidemment, gérer la question du budget. Étape 5, démarrer le projet en mode pilote. Là, ça vise à lutter contre des projets immenses qui prennent beaucoup de temps pour atterrir sur une solution concrète. Et comme le monde change extrêmement rapidement, au moment où vous finissez votre super grand projet génial, en réalité, vos besoins ont évolué, les besoins de vos clients internes ont changé et vous pouvez à peu près tout recommencer. Donc, démarrer agile, petit, et puis évidemment scalable si ça fonctionne, mais toujours en mode pilote. Évidemment, une étape d'accompagnement du changement. C'est complètement illusoire de se dire qu'on va magiquement, juste avec de la bonne volonté et des gens sympas, réussir le projet. Malheureusement, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a une raison neurologique à ça. Nous, on travaille beaucoup avec des experts en neurosciences, dont Dominique Ashby et Mathilde Darocha, et elles expliquent très clairement que face à un changement, le cerveau assimile en fait tout changement à une menace. C'est comme ça, on est vraiment construit neurologiquement comme ça, et la réponse automatique du cerveau face à une menace, elle est que de 2 ordres, c'est fuir ou se battre.
Donc voilà, il faut arriver à dépasser cet état de peur pour gérer le changement. Mais tant qu'on est dans la peur, de toute façon, on ne va pas y arriver. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement du changement, il est absolument indispensable. Et puis, l'étape 7 qu'il ne faut surtout pas oublier, et je m'inclus dedans parce que souvent, on enchaîne un peu les projets. Il faut surtout capitaliser sur le projet une fois terminé. Il faut célébrer les succès. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut évidemment apprendre du projet. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'on va répliquer la fois d'après? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour être encore plus efficace? Donc voilà, ça, c'est les grandes étapes. À ce stade, déjà, avant d'aller dans le détail des étapes, est-ce que ça suscite des réactions, des commentaires, je sais pas, des contestations? Vous en pensez quoi? Amélie, c'est à peu près fidèle à tes souvenirs. Alors, je sais que ça date, hein, malheureusement. Non, mais c'est complètement fidèle. Ok. Des questions déjà sur ces étapes? Est-ce que vous pensez qu'il manque une étape, par exemple? Non, tout va bien? Bon, n'hésitez pas à... Participer dans le chat si jamais vous n'avez pas spécialement envie de prendre la parole, c'est pas un problème. Oui. L'idée, c'était vraiment, toute cette structure, elle reprend vraiment ce parcours qu'on avait fait ensemble, en fait, avec les personnes présentes. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, a priori, à part Amélie, je pense que personne n'était là. Donc, est-ce que vous, par exemple, dans votre projet, si vous en avez mené dans vos projets d'innovation, ça représente un peu des étapes qui correspondent à ce que vous avez eu comme expérience, ou alors pas du tout? Après, je pense qu'il y a deux écoles, hein, si je peux me permettre. Il y a l'école de ceux qui n'ont pas commencé et qui ne peuvent pas avoir d'idées et qui donc se disent j'ai bien fait de venir ce soir. Il y a l'école de ceux qui sont en plein milieu et qui se disent merde, j'arrive même plus à savoir, désolée d'être vulgaire, mais j'arrive même pas à savoir à quelle étape je suis parce que finalement, avec tout ce que Marie vient de dire, je m'y suis mal pris, il faut tout recommencer. Et après, il y a ceux qui ont terminé et qui éventuellement se disent bon, bah, très bien, sans le savoir, j'ai tout fait comme il faut, ou alors qu'ils disent je viens de comprendre pourquoi mon projet n'a pas réussi. J'aime bien cette analyse, Amélie. L'idée de ces étapes, Il y a plusieurs écoles en fonction de où on se situe et de ce qu'on a pu faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Ouais, exactement. C'est-à-dire que même si... Ou en tout cas faire différemment et se donner les chances de mener le projet avec succès. Je pense qu'on peut complètement, même dans un projet qui serait en cours, reprendre un peu le contrôle des événements. Oui. Avec des étapes saines, justes, de co-création, de questionnement du besoin et de petites étapes. Ça, je pense que c'est normalement toujours possible. Du coup, là, on voulait juste vous montrer un exemple d'étape un peu creusée. On s'est posé des questions en particulier sur les obstacles. Les obstacles sont nombreux pour les directions juridiques. L'un des premiers obstacles, avant même tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'était toujours plus de choses à faire parce que inflation législative, etc. Et toujours moins de ressources finalement. Comment faire toujours plus avec toujours moins ou dans le meilleur des cas un budget flat, mais comme les tâches augmentent, ça revient bien à faire plus avec moins. Donc ça, c'est une réalité à peu près partout, sans doute encore de façon encore plus prégnante aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de donner des clés pour tout le monde pour dépasser les premiers obstacles et pas juste s'arrêter au constat que voilà, on n'aurait pas le temps
où on n'aurait pas le soutien en interne, où on n'aurait pas le budget. Donc, on adresse ces points. Donc, par exemple, comment gérer les contraintes de temps. Il est évident que voilà, en entreprise, on a déjà un job à temps plus que plein, voire 2 jobs en même temps. Et il va pourtant falloir dégager du temps pour gérer ce projet, parce qu'il ne va pas se gérer tout seul. Et donc là, vraiment un conseil très simple, hein, c'est de ne pas être trop ambitieux sur justement l'échelle de temps qu'on se donne, sortir un projet qui va être déjà un premier succès sur lequel vous allez pouvoir capitaliser pour ensuite faire un peu plus ambitieux. Mais donc, typiquement, partir sur 3 mois pour avoir un premier résultat, c'est bien parce que c'est atteignable. Vous ne vous dites pas « Oh mon Dieu, j'en ai pour 12, 18 mois et finalement, on n'en voit pas le bout ». Donc, 3 mois, c'est pas mal. Et puis, c'est important d'avoir quand même assez rapidement un premier prototype à montrer, que ce soit à vos équipes, à vos juristes ou à la direction ou à vos clients. Parce que ça permet d'avoir un premier succès sur lequel capitaliser, tout simplement. On a aussi identifié pendant l'atelier la nécessité d'avoir un sponsor. Encore une fois, les directions juridiques, selon les cultures d'entreprise, peuvent encore un peu souffrir d'une image d'empêcheur de tourner en rond plus que de solutionneur. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir du soutien en interne. Et donc là, c'est des techniques de gestion de projet ultra classiques, hein, on n'a absolument rien inventé, mais l'idée, c'est de montrer immédiatement la valeur ajoutée, la valeur que cette nouvelle solution ou que ce nouveau process va apporter. Pour ça, bien sûr, on va définir des indicateurs de performance qui va permettre d'évaluer le temps gagné en termes alors ça peut être du temps de production d'un contrat, ça peut être moins de questions qui remontent parce que les opérationnels ont compris du premier coup ou presque. Tout dépend. L'idée, c'est aussi de choisir une solution, donc un candidat finalement pour le projet qui aura un fort impact sur les opérationnels ciblés. On fait souvent un petit diagramme dans l'agence, c'est comment avoir l'impact maximum. Donc, il y a la courbe de l'impact très, très élevée, mais avec l'effort minimum. Pas parce qu'on est flemmarde, loin de là, mais parce que c'est sain, en fait, de ne pas mettre trop de ressources et d'essayer à chaque fois d'être le plus efficace possible avec le moins de ressources possible, finalement. Donc, pour ça, il y a un exemple dont je voulais vous parler, parce que là, vous vous dites peut-être, oh bah oui, mais de toute façon, pour, par exemple, gagner en temps de production, il faut forcément investir dans des outils très chers. Et moi, mon PDG, il a été parfaitement clair. Déjà qu'il faut virer 20% de la masse salariale parce que Covid, etc. Il n'y a pas moyen, je n'ai pas un centime, je ne peux rien faire. Je voudrais juste vous partager un projet qu'on a fait avec Renault, qui était déjà pas dans une santé financière incroyable à l'époque. Et voilà, forcément, ça ne s'est pas complètement arrangé depuis. Un projet vraiment avec un budget minime qui a consisté à refondre un processus contractuel. Il s'agissait de contrat flotte, mais peu importe la nature du contrat. Et en un atelier utilisateur et avec un prototype et 2 itérations, donc vraiment, je ne sais pas, je crois que le projet a pris peut-être 2 mois, peut-être 3 mois maximum, et vraiment encore un budget très limité. On a compris un certain nombre de contraintes des utilisateurs, donc des commerciaux qui devaient négocier le contrat en question. On a compris comment ils se posaient des questions sur ce contrat, où ils étaient quand ils se posaient des questions. On a compris par exemple qu'ils étaient dans leur voiture et que 2 minutes avant la négo, ils appelaient en catastrophe leur juriste en disant « Ouh là là, qu'est-ce que je dis pour que ça sonne juridique ?» Et du coup, voilà, on a refondu ce processus et on l'a visualisé. Renault nous a partagé le KPI suivant quelques mois plus tard. Ça leur a fait gagner 2h30 par personne par semaine.
Donc, c'est pas mal, j'ai envie de dire. Avec, encore une fois, un investissement, aussi bien en termes de temps qu'en termes budgétaires, franchement, minime. Donc, comme quoi, avec voilà, l'envie, il y avait beaucoup d'envie au sein de la direction juridique de Renault, ça c'est sûr. Donc, une vraie volonté. 2 heures d'atelier et le temps qu'ils ont bien voulu consacrer à l'analyse du prototype, au retour, voilà, nous dire améliorer ci, améliorer ça. 2 versions et ça l'a fait. Donc voilà, on pourrait d'ailleurs, je pense, bon, sans nommer qui que ce soit, mais peut-être mettre quelques exemples comme ça de KPIs, temps et budget investi et KPI en face. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elisabeth. Complètement, je pense que c'est très parlant d'avoir des exemples de réussite aussi, ça motive à lancer des projets similaires. Je peux peut-être expliquer juste rapidement l'étape d'après, Marie, si tu veux. Ouais, super, merci. Donc l'étape d'après, c'était la question du budget. Alors là, vous voyez, on a mis en dessous, c'est super ton idée, mais ça coûte combien? Donc l'idée, c'est pas d'être nécessairement très familier ou de voilà, c'est vraiment l'idée d'interpeller le lecteur par une phrase qu'on appelle un verbatim. Donc c'est quelque chose qu'on nous a partagé pendant l'atelier où vraiment on était venu voir le directeur juridique en question, lui disant bon, bah, t'es gentil, mais ça va coûter une fortune et c'est pas possible. Et donc, cette phrase, comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui l'entendent, on commence par ça aussi pour voilà, que les gens se reconnaissent dans le document, qu'ils disent ok, moi aussi, on m'a dit ça une fois, et comment je fais pour débloquer le sujet. Et donc, c'est bien ce qu'on essaye de faire dans le paragraphe suivant. C'est vraiment de donner, voilà, encore une fois, on n'a rien inventé, mais de donner des conseils pour que le budget soit le moins un problème possible. Typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, travailler en mode pilote, ça veut dire qu'en cas d'échec, parce qu'il faut l'envisager, les conséquences sont relativement indolores puisqu'on n'a pas investi ni beaucoup de temps ni beaucoup d'argent. Et en cas de succès, bah, évidemment, ça donne un premier résultat. Et typiquement, le KPI qu'on a mentionné tout à l'heure, si on arrive en disant, bah, voilà, notre premier projet, il nous a fait gagner 2h30 par juriste par semaine, bon, bah, le deuxième, peut-être que là, il y aura plus de budget pour se débloquer. Donc, l'idée de ce guide, c'est vraiment d'être aussi le plus accompagnant possible face à différents niveaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure, Amélie, c'est que on voit bien que les directions juridiques sont à différents niveaux dans l'innovation. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir adresser aussi bien ceux qui commencent et qui vont être confrontés à plein de choses que ceux qui en ont déjà mené plusieurs, mais par exemple qui n'avaient pas forcément pensé à cette étape 7 de capitalisation. Donc voilà, c'est l'idée que chacun trouve son niveau d'information là où il le cherche et là où il en a besoin. Exactement. Exactement. Merci d'avoir rappelé ça, Elisabeth, parce que je me souviens que lors du premier atelier, il y avait notamment donc Eric, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est le directeur juridique de Oui SNCF. Alors lui, des projets d'innovation, il en a fait plein et avec beaucoup de succès. Et c'est vrai que ça lui a aussi, c'était aussi une aide pour lui de pouvoir voilà, rajouter l'étape à laquelle, dans le feu de l'action, il n'avait peut-être pas complètement pensé, alors même que l'ensemble de ses projets, notamment son bot que tout le monde connaît maintenant, avait super bien marché. Donc voilà, l'idée c'est qu'en effet, tous les stades puissent trouver un peu leur bonheur. Alors, on va arriver à la partie que j'adore. Non pas que je n'aime pas le fond, hein, mais la partie graphisme et prototypage. Comment on fait, vous vous demandez peut-être, comment on fait pour trouver la forme qui va être engageante, voilà, comment on choisit la structure, les couleurs, les typographies, voilà, tout ça n'est évidemment pas au hasard, c'est tout le talent des designers qui font partie de l'agence, mais c'est aussi un travail sur les valeurs. Ça part toujours du sens, en fait. Quel est le sens profond qu'on essaye de donner au document? Et là, on a essayé de véhiculer un message d'empathie. On s'est vraiment rendu compte pendant l'atelier qu'il peut y avoir une forme un peu de désarroi, je dirais pas de souffrance parce que c'est un peu fort comme terme, mais voilà, on peut avoir le sentiment d'être un peu perdu, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire 2 jobs en un, gérer une équipe, tout un tas de problèmes en permanence parce que c'est lié à la nature de la fonction, et en plus, il faut mener des projets d'inno, vraiment trop c'est trop, et certains avaient exprimé même le besoin d'être accompagnés presque littéralement, c'est-à-dire l'idée
que ce guide, presque ils les prennent par la main en fait, ce soit voilà, quelque chose sur lequel ils puissent se reposer un peu. Donc ce côté empathie, ça nous a semblé vraiment important. Un ancrage dans le concret. Ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que l'un des travers de l'innovation juridique, mais pas que, hein, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en parlent. Un peu dans tous les sens. Or, il faut vraiment des résultats, du concret, de l'action et pas être juste dans le blabla. Donc ça, c'était aussi très fort. Il fallait aussi pouvoir exprimer, véhiculer le côté interdisciplinaire, le côté je suis capable d'interagir avec d'autres directions de façon transverse et ça enrichit mon projet. Donc voilà, quelque chose de dynamique et de transverse. Et puis évidemment, ça devait véhiculer l'agilité et la gestion du changement. Ça, c'est voilà, ça va sans dire. Le look and feel, tu veux en parler, Elisabeth? Ah, il y a juste ton micro, ouais. Ouais. Donc le guide, évidemment, il s'adresse à un public spécifique qui sont donc les directions juridiques et donc on voulait vraiment rester sérieux et professionnel, ce qui ne veut pas dire, et contrairement à ce que l'image qu'on voudrait nous coller à nous les juristes, qu'on ne peut pas avoir une expérience utilisateur absolue. Ça veut dire quoi une expérience utilisateur absolue? Ça veut dire vraiment que ce soit justement pas un doc Word, pas un document classique qu'on a envie de voir, mais vraiment quelque chose qui vous permet de vous plonger, un document qui permet aux utilisateurs de le lire, de se plonger dedans et de se dire, OK, ça répond à mes besoins et ça m'aide à faire ce que j'ai ensuite à faire, donc à dérouler mes étapes. C'est quelque chose vers quoi donc c'est vraiment l'idée du compagnon d'innovation. C'est un peu dans les idées, je ne sais pas si tout à l'heure vous vous souvenez, mais dans la baguette magique, voilà, il y avait des gens qui disaient réponse à mes questions, un bot vocal. On voulait vraiment rester dans cette idée de quelque chose qui répond aux questions concrètes et un ton du coup un peu personnel. C'est pour ça qu'on s'est permis de mettre des verbatims et tourner vers l'action avec voilà, des pistes de solutions à chaque fois. Il ne s'agit pas juste de souligner ce qui est difficile, mais plutôt d'aider à dépasser ce qui est difficile parce que finalement, c'est ça le plus important, c'est de pouvoir agir à chaque étape. On voulait aussi un look and feel assez élégant, moderne, créatif, vraiment dépoussiérer l'image du juriste parce qu'on pense qu'on mérite bien mieux que ça. Et donc, voilà, c'était vraiment l'idée du look and feel derrière ça. Et le format, Marie en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment à ce stade, pour plein de raisons, un document statique. Donc, ça veut dire que c'est un PDF. C'est pas une application, par exemple, mais ça pourrait le devenir. Et par contre, c'est adapté au digital. Ça veut dire que ça a une forme d'interactivité, c'est cliquable. Et donc, on peut naviguer dans le document beaucoup plus facilement. Ce n'est pas un document qu'on navigue au scroll, tout simplement. Donc, sans plus attendre, on va vous montrer donc, les différents essais et le prototype vers quoi on est arrivé. Marie, je ne sais pas si tu veux en parler ou sinon. Oui, bien sûr. Alors, les essais, on ne tombe jamais juste du premier coup, hein, juste pour que vous compreniez. Ça fait vraiment partie de la démarche. Donc, on a fait un premier essai où on essayait de trouver une forme qui évoque une tech, mais qui soit dynamique, qui soit un peu englobante. Et donc, on avait pensé à cette espèce de ces espèces de filaments, voilà, un peu comme ça. Et puis, on a trouvé assez rapidement que ça avait un côté un peu sinueux qui n'était pas le message clé, évidemment, qu'on voulait faire passer. Ça donnait un peu un sentiment de complexité. C'est-à-dire que voilà, on ne sait pas trop exactement ce qu'il faut faire. Donc, on n'a pas complètement retenu ça. Dans le deuxième essai, on avait un cercle chromatique. Donc, un cercle chromatique, c'est ce dégradé de couleurs. Voilà. Et ça nous a semblé intéressant, le côté dégradé de couleurs, parce que finalement, l'innovation, c'est des phases et ça peut être la même activité, mais qui va prendre des couleurs différentes en fait selon la manière dont on va la réaliser. Et on trouvait que le petit côté un peu métallique, ça pouvait être intéressant. Et puis, Sophie, je suis contrainte de partir. Je suis désolée, Sophie. Vous voulez nous partager quelque chose ou vous devez juste filer maintenant?
Oui, non, je dois filer maintenant, mais j'attends votre guide avec impatience. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous besoin enfin, c'est une aide précieuse. Mais et en plus, surtout pour se focaliser sur notre valeur ajoutée, parce qu'effectivement, on est complètement pressurisé, on a beaucoup de contraintes, et il faut qu'on arrive à se focaliser sur notre valeur ajoutée. Et dans notre vie tous les jours, en fait, on s'aperçoit qu'on fait des choses qu'on pourrait arrêter de faire et faire différemment. Et c'est vrai qu'il y a énormément de solutions qui existent et qu'on est un peu perdu là-dedans. Mais pour moi, la démarche, alors je suis entièrement d'accord avec vous avec la contrainte de temps. D'une part, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, mais pas trop courte non plus, parce qu'il faut que les juristes, en fait, l'équipe soit engagée, mais elles seront engagées que si, en fait, elles croient à la démarche et elles croient au résultat. Et que ce ne soit pas un résultat trop ambitieux aussi. Et c'est vrai que vos étapes pilotage, je trouve qu'elles sont très bien. Et il ne faut pas leur vendre en fait la lumière, enfin un truc qui sera jamais accessible. Et je pense aussi que, et ça, il me semble qu'il faut, je ne sais pas comment ça va être mentionné dans votre guide, mais c'est vrai qu'il faut en fait qu'elles soient accompagnées très très vite en fait avec le management, avec le COMEX, avec le board. Parce que de toute façon, cette démarche, elle ne peut pas être qu'inter-direction juridique. Bien sûr. Puisque quand vous le disiez là, pour l'exemple de Renault, en fait, c'est les utilisateurs, c'est les commerciaux. Cette démarche, je veux dire, elle doit être partagée. S'il y a des choses qu'il faut qu'on arrête de faire, il faut qu'elles soient c'est-à-dire qu'on va les retransférer en fait aux opérationnels. Il faut qu'ils soient en amont le plus possible. Et l'état des lieux, je ne sais pas si vous le préconisez aussi avec, bien sûr, c'est une démarche interdirection juridique, mais est-ce que vous préconisez aussi un sondage de nos clients internes? Parce que c'est que l'adéquation entre les deux qui va faire que on va arriver à avoir une solution innovante. Bien sûr, bien sûr. C'est effectivement la double dimension de l'expérience utilisateur. Ouais. C'est l'utilisateur, la direction juridique elle-même qui va utiliser sa propre innovation. Mais finalement, innover pour innover, est-ce que ça sert vraiment les utilisateurs internes, c'est-à-dire les clients internes? C'est un très très bon point que vous venez de soulever, Sophie. Ne pas s'oublier soi, mais ne pas oublier ses clients non plus. Moi, je pense que cette démarche ne peut se faire que si on a embarqué en fait nos utilisateurs à très haut niveau en fait. Et moi, je suis plus en fonction. Alors après, il y avait, là, je parle aussi sous le contrôle de Marie et d'Elisabeth, mais il y avait aussi le positionnement quand on dit repartir de l'expérience utilisateur. On avait pris les membres de la direction juridique en premier lieu comme étant les utilisateurs. Parce que quand on a discuté avec, notamment avec Eric Ravi, mais aussi avec Christian Lehir chez Natixis, on a pu se rendre compte qu'il y avait de la part, en interne, il y a un rejet total du changement. Donc, alors c'est peut-être une brique, la conduite du changement. Il y a aussi un rejet de l'innovation. Et donc, on était parti sur les utilisateurs, la direction juridique, et de se dire que finalement, l'innovation va servir d'abord la direction juridique et ensuite rayonner sur les clients internes. Mais il ne faut surtout pas oublier les clients internes, bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut de toute façon, la priorité, c'est les utilisateurs juristes et qu'effectivement, il peut y avoir en fait une crainte du changement. Parce que, bien sûr, si on parle d'outils, ça veut aussi dire que qu'est-ce qu'ils vont faire à la place. Mais il faut effectivement montrer qu'ils peuvent avoir une autre valeur ajoutée. Qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de crainte que un outil en fait technologique, un outil tech ne va pas les remplacer, en tout cas. En tout cas, s'il les remplace, ce sera sur une partie en fait qui n'est pas nécessairement leur vraie valeur ajoutée. Mais c'est une conduite du changement qui n'est pas facile à faire, effectivement, parce qu'il peut y avoir de la résistance par mauvaise compréhension et appréhension en fait, de l'avenir. Exactement. Mais une fois qu'on a fait parler en fait les utilisateurs juristes, qu'ils ont un peu déballé, je dirais, excusez-moi du terme, leurs craintes et leurs espoirs, c'est là où il faut faire matcher en fait avec les clients internes hors direction juridique. Alors pas forcément de les mettre dans la même salle, mais
mais en tout cas, il faut que les deux en fait puissent évoquer en fait leurs attentes pour qu'on arrive à trouver la meilleure solution. Moi, je pense. Tout à Mais fait. surtout ne pas leur promettre la lune, quoi, parce que ça, ce serait catastrophique, je pense. Ni aux uns ni aux autres, d'ailleurs. Exactement, exactement. Donc, restons modestes, je pense, et avançons petit à petit, en fait. Et ce qui est vrai, ce qui est un peu déroutant aujourd'hui, c'est que, enfin, moi, de ce que j'ai vécu, c'est que on parle beaucoup de solutions tech, hein, mais il y en a tellement, et on a du mal, en fait, à trouver, enfin, à se dire laquelle je vais choisir. Et on peut pas, on n'a pas le budget non plus pour en choisir plusieurs. Et on s'aperçoit aussi qu'on a quelquefois des outils déjà existants qu'on peut améliorer. Et c'est là, en fait, où c'est pas évident, parce que l'automatisation des contrats, ben, ça dépend dans quelle activité on est. Moi, j'étais j'étais directrice juridique d'Air France. On n'avait pas de contrat récurrent, sauf les NDA. Mais on ne va pas acheter un outil pour faire du NDA. Enfin, je veux dire, c'est un peu… donc, c'est pas du tout évident de trouver le bon outil qui va répondre à la bonne contrainte et la bonne problématique. Et ça, c'est là où on a besoin d'une aide, en fait. Très clair. Très clair. Merci Sophie. Pardon, on ne voulait pas vous retenir. Merci. Merci non, mais le propos était trop intéressant, donc on vous a un peu gardé. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir Sophie. Au revoir. Du coup, ça nous amène au troisième essai qui est le prototype qu'on vous présente ce soir. Donc voilà, ça nous a semblé intéressant de garder cette symbolique du cercle parce que c'est des cycles. Et l'innovation, en fait, c'est un éternel recommencement. Et c'est d'ailleurs très, très intéressant de se plonger dans les ouvrages d'histoire sur la révolution industrielle et de voir à quel point les cycles se répètent. Donc ça nous a semblé intéressant. La symbolique du cercle, elle est aussi très positive. C'est quelque chose d'engageant, c'est quelque chose de rassurant. Donc ça nous semblait répondre aussi à ce besoin un peu de valeur empathique, tout en étant très, comment dire, c'est un côté moderne en fait avec le dégradé de couleurs, enfin il nous semble. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Donc, une fois qu'on a passé la page d'accueil, on arrive sur ces différentes étapes. Hein, vous vous souvenez de 1 à 7. Alors, ne vous fiez pas au texte. Là, on a juste copié-collé le même texte, mais évidemment, les sections seront différentes. Et donc, en fait, on va avoir une page par étape avec à gauche des questions qui sont essentiellement les verbatims qu'on a recueillis pendant l'atelier, et puis à droite, les réponses. Des exemples concrets, et ensuite, vous passez à l'étape suivante, voilà, qui a une autre couleur, et puis vous voyez sur l'écran le cercle, une partie du cercle qui se retrouve un peu dans le graphisme, donc pour qu'on soit toujours dans cette logique assez engageante et empathique. Voilà pour la présentation qui du coup a été un peu longue, pardon pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez sur le plan formel, sur le plan du fond? La parole est aux participants. Mesdames. Est-ce que ce serait plus simple si on vous partageait le document et que vous souhaitiez faire vos commentaires par mail? On peut faire ça aussi, hein. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. En tout cas, à première vue, je trouve ça très chouette et finalement assez différent de ce qu'on peut voir dans un document. Enfin, il n'y a pas d'équivalent, mais en tout cas, dans un document à destination des directions juridiques. Donc, je trouve ça très intéressant, très pertinent en plus dans les explications que vous donnez. Merci. Si vous voyez des manques, des choses qu'on n'a pas traitées et qui sont des besoins de votre côté, soit dans vos interrogations, soit dans vos projets, n'hésitez pas, hein, on est là aussi pour… vraiment, un prototype, c'est fait pour être amélioré. Donc, on n'a aucune difficulté là-dessus.
Vous, Audrey, vous avez un projet en cours où vous questionnez, où vous en avez vécu un et vous vous êtes dit plus jamais? En fait, moi, j'ai passé ces 10 dernières années aux États-Unis. Donc, j'ai vu pas mal de choses, mais je n'ai pas vraiment de référent sur ce qui existe sur la France et même sur l'Europe en général. Donc oui, j'ai vu certaines choses, mais je trouve que ce que vous proposez est assez attractif en fait. Ok, très bien. Elisabeth, dans les prochaines étapes, en fait, on a deux façons de faire. Soit on vous fait passer la version actuelle. Donc, la version actuelle, on n'a pas mis tout le texte. Donc, tout le texte est rédigé intégralement avec les verbatims, les questions, la structure, etc. On ne l'avait pas mis complètement dans le prototype designé parce que ça, c'est une étape qui prend un peu de temps et on voulait déjà voir si cette première forme, donc les 3 cercles et puis les dégradés de couleurs, ça vous plaisait suffisamment pour que voilà, ça mérite qu'on mette l'intégralité du texte dans ce format. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ça et que du coup, vous puissiez avoir un document relativement complet pour nous faire vos commentaires ou on vous le fait passer en l'état, mais du coup, voilà, il n'y aura peut-être pas tout le texte, c'est peut-être un peu dommage. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez? On peut faire passer. Je pense que l'unanimité, on va prendre le silence de certaines pour une acceptation. Moi, je ne peux que adouber cette idée du cercle pour des raisons, pour toutes les raisons que tu as mentionnées, Marie, plus le fait que nous sommes à la Factory du cercle. C'est ça. Voilà. Et plus aussi parce que, alors moi je suis dans le monde du logiciel, mais les cycles, les roadmaps se dessinent également sous forme de cercle. Donc forcément, c'est quelque chose qui me parle énormément de parler de tout le guide de l'innovation sous la forme d'un cercle. Surtout que dans ton propos introductif, tu parlais, enfin, c'est pas le propos introductif, pardon, c'est surtout de se dire les bonnes pratiques, c'est de se dire on ne fait que du prototypage, donc ça veut dire qu'en fait c'est un éternel recommencement et on est dans un mode où on part en rond comme ça et les informaticiens, c'est par ce raisonnement-là et ce schéma-là qu'ils développent des nouvelles technologies. Donc moi forcément ça ne peut que me parler. La diversité des couleurs pour se dire une fois qu'on se sera approprié le guide, je suis toujours dans le jaune, ce sera peut-être que je passe à l'étape d'après ou de se dire, après on n'aura peut-être même plus étape 1, étape 2, étape 3, c'est alors on fait comment pour être à l'étape turquoise, enfin, ça peut permettre de mieux s'approprier le guide. Donc non, c'est franchement, je pense qu'il y a unanimité à ce sujet-là. Après, comment fonctionner, c'est-à-dire est-ce que parce que du coup, si on nous envoie maintenant le guide tel qu'il est, c'est surtout sur la forme plus que sur le fond. Oui, alors qu'en fait, je comprends de notre discussion d'aujourd'hui, la forme, elle est super importante. Moi, je crois que c'est mieux qu'on prenne quelques jours pour mettre tout le texte dans ce format. On va voir ça avec Juliette, mais je pense que ça serait plus, en termes d'expérience aussi, ça serait plus pertinent et ça permettrait de mieux se plonger dans le texte parce que sinon, si on vous envoie le texte dans un DocWord d'un côté et le proto de l'autre, ça risque de perturber un peu la lecture, je pense. Donc, si en tout cas cette forme suscite l'engagement, on va prendre quelques jours pour mettre l'intégralité du texte à l'intérieur et le circuler à tous ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, Amélie, je ne sais pas comment tu souhaites qu'on procède, puisqu'en fait, on avait les premiers participants à l'atelier. Bon, évidemment, on va leur envoyer les participants d'aujourd'hui. Oui, on peut faire de l'incrémental. Ouais. Voilà, on fait de l'incrémental entre les premiers participants qui ont participé à l'atelier et qui finalement
ont plus participé pour le fond. Et aujourd'hui, la forme, et finalement, tout le monde se retrouve autour du projet pour finaliser. Je trouve que c'est une bonne idée. Ok, super. Je crois que Laure a un petit souci de micro. Et alors, désolée, mais Laure n'arrivait pas à désactiver son micro. Ouais. Je ne sais pas, Maëlys, si tu es encore avec nous, est-ce que tu arrives à toi, tu peux désactiver le micro de Laure du Manoir? Je suis Chérine, Tu es host. je suis en renfort là pour Maëlys. Et malheureusement, en fait, je peux que faire une demande de réactivation de micro, mais je ne peux pas forcer la réactivation. Ok. En tout cas, je crois que Laure... Ah, ça vient de son ordi, d'accord. Oui, Laure nous dit... d'accord, ok. Ouais, en mettant le texte dans le proto, ça lui paraît bien, si j'ai bien compris. D'accord. Super. Bon, très bien. Bon, du coup, je suis désolée, Laure. On aurait adoré pouvoir vous entendre, mais mission impossible. Ouais, exactement. Bon, on espère qu'on arrivera à se voir tous à un moment, en vrai. Et en tout cas, nous, on va faire ça. On va finaliser le proto, du coup. Ce qui ne veut pas dire que ça ne pourra pas évoluer, hein, bien sûr, mais comme ça, vous pourrez faire vos commentaires dans un document assez abouti. Et je crois que Maëlys voulait qu'on le présente au village. Alors après, je ne sais pas si le village il va avoir lieu, très honnêtement. Hein. Alors oui, ça c'est une autre question. Et c'est effectivement avec Olivier, on se disait que la meilleure manière de présenter ce guide, c'était de le présenter au village des Legal Tech. Maintenant... Bon. Nous on va savons faire pas. Alors, j'ai pas suivi les dernières actualités de la conférence de presse du ministre de la Santé aujourd'hui, mais bon. C'est ça. Donc, bon, nous, on va faire le job de toute façon. And hope for the best, comme on dit. De toute façon, on se reparlera éventuellement, on se reparlera avec Olivier pour savoir comment on procède pour la sortie. Mais la participation, par contre, pour la finalisation des participants de ce soir et des participants de la dernière séance, bien sûr, est indispensable. Bien sûr. Super. Bah, écoutez, merci à toutes. Merci beaucoup pour votre temps. Je sais qu'il est un peu tard. On va donc vous envoyer le document dès qu'il est prêt et attendre évidemment vos retours et les avoir avec beaucoup de... On sera très content d'avoir vos commentaires. Et encore une fois, il ne sera pas trop tard pour nous dire qu'il manque des choses ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.